Bonjour Laurence Meignery, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de Citizen Capital, créée avec Pierre-Olivier Barrenne en 2008. Alors on va faire un peu de pédagogie, j'aime bien ça, vous le savez, pour commencer. C'est quoi un fonds d'impact ? Alors un fonds d'impact, la définition est assez récente en réalité. Un fonds d'impact, c'est un fonds d'investissement donc qui investit en fonds propres dans des entreprises. Dans notre cas, c'est plutôt des startups et des PME. Avec un objectif de coupler du rendement financier avec une performance d'impact ou un impact positif mesurable. Alors il y a trois grands axes dans la définition de l'impact. C'est toujours intentionnel, c'est-à-dire on investit dans des entreprises dont on est convaincu que les dirigeants veulent utiliser l'entreprise pour transformer quelque chose. C'est pas une externalité positive du business. C'est core business, et il y a un projet à travers l'activité de l'entreprise de contribuer avec de l'innovation en général aux enjeux sociaux ou environnementaux auxquels on fait face. Ensuite, il y a une notion d'additionnalité, c'est-à-dire pour un fonds d'investissement, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on apporte justement par rapport à un fonds classique, et une entreprise va pouvoir se poser la question dans son secteur de qu'est-ce qu'elle apporte en comparaison à n'importe quelle autre entreprise. Donc la notion de mesure d'impact est évidemment essentielle et très complexe. Ok, alors on va rentrer dans le détail. Est-ce que vous étiez déjà novateur 2008, c'est quand même il y a presque 15 ans. Vous étiez novateur à l'époque ? Il y avait beaucoup de fonds d'impact. En 2008, moi je ne connaissais pas l'existence du mot impact investing. Donc on parlait, je me souviens de social venture aux États-Unis. Moi je m'étais inspirée de ce qui se faisait en Angleterre et aux États-Unis, qui avait 20 ans d'avance, je dirais, sur nous, sur des fonds que les Américains appelleraient community-based, qui financent des entreprises dirigées par des femmes, par des minorités. Et on est parti de ça, en fait. Notre approche est vraiment partie d'un jeu de mobilité sociale. Donc oui, évidemment, on était deux en 2008. Donc on peut dire que vous étiez novateur et il y avait un esprit pionnier. Aujourd'hui, on est un certain nombre. Oui. Alors il y a un terme important que vous avez évoqué dans la définition, c'est le terme mesurable. Qui valide les critères, qui valide la démarche ? Vous appuyez sur quoi ? Sur des experts, sur des labels ? En fait, comment vous faites pour choisir ces entreprises ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on appelle une démarche RSE, où vous avez, en tant que fonds, vous avez des indicateurs qui sont en général communs à tout le monde, l'égalité homme-femme, la formation, l'empreinte environnementale. Là, chaque thèse d'impact est construite en fonction du projet de l'entreprise. Donc on ne va pas du tout avoir les mêmes critères et indicateurs d'impact pour une entreprise dans l'éducation que dans la santé, etc. Et même au sein de l'éducation, en général, on n'a pas un indicateur commun. Quand on a investi dans Open Classrooms, on était sur des notions d'accessibilité. Donc c'est un institut de formation continue, c'est ça ? Oui, c'est une école en ligne qui forme au métier du numérique au sens large. Et notre thèse d'impact dans Open Classroom était l'accessibilité et la capacité à faire monter en compétences des gens qui étaient vraiment très peu qualifiés. Donc c'était une forme de lutte contre la fracture numérique aussi. Lutte contre la fracture numérique. Si on parle d'objets, de missions. L'inégalité de l'employabilité. Donc c'est un enjeu d'employabilité. Mais c'est passionnant ce que vous dites, parce que donc cette thèse d'impact, c'est le point de départ de tout processus d'investissement de Citizen Capital. Mais les critères, c'est vous qui les définissez ? C'est votre propre exigence finalement ? Alors là, on a beaucoup évolué en 10 ans, évidemment, parce qu'il y a 10 ans, c'était vraiment très, très liminaire, ce qu'on faisait sur la mesure. Aujourd'hui, oui, on fait du private equity. Et donc, c'est le pendant d'une analyse, ce qu'on appelle une due diligence dans notre métier, sur les aspects financiers et économiques. On va l'avoir sur les aspects impact. Donc, on va d'abord essayer de se forger une conviction sur le potentiel d'impact de la société, qui passe évidemment par la vision des dirigeants. On cherche plutôt des gens visionnaires, on essaie d'avoir des gens qui ont une vraie vision de ce qu'ils veulent transformer ou améliorer. Et ensuite, on va chercher à comprendre ce que fait vraiment la boîte et l'impact qu'elle apporte, et donc le potentiel d'amélioration. Si on sent qu'elle est déjà au bout de son projet et qu'en fait l'impact,
je ne sais pas, elle a un impact qui représente par exemple 20% de son activité et que le reste n'en a pas, ça ne va pas être pour nous. Donc on va chercher à comprendre comment nous, on va pouvoir aider l'entreprise à vraiment déployer l'impact avec la croissance de l'entreprise. Et c'est nous qui construisons cette thèse d'impact, donc avec une méthodologie qui est assez exposée, qui repose sur 6 grandes questions, dont en particulier, est-ce qu'on répond à un besoin fondamental? Les besoins fondamentaux. De l'être humain, de la planète. Il y a certains projets qui peuvent avoir un impact qui, pour nous, ne vont pas complètement nous convaincre qu'on est sur un besoin fondamental. Je parle l'emballage recyclable d'un rouge à lèvres ou des choses comme ça, ça ne va pas être pour nous. Donc c'est vraiment des grands thèmes. J'en ai trouvé quelques-uns, il y en a certainement plus. Éducation, santé, accélération de la transition énergétique, agriculture durable. Là, on a à peu près les grands besoins fondamentaux que vous avez définis. Éducation, formation et avenir du travail. Et j'ajouterais démocratie. On s'intéresse à la manière dont les citoyens participent au débat public et à la préservation de la démocratie. On estime que c'est un sujet fondamental. Oui, vous avez accompagné, c'est Make.org que vous avez accompagné. Et Ulule, aussi. Dans un autre qui finance des projets à impact. Alors, il y a une question qu'on doit vous poser souvent, c'est est-ce que ça rapporte? Parce que c'est quand même de l'investissement. Est-ce que c'est profitable? Parce que c'est une question centrale qu'on aborde souvent dans cette émission. On est beaucoup sur les objectifs de RSE. Ce sont des investissements. Souvent, cette bascule, elle coûte de l'argent d'abord, avant de peut-être en rapporter plus tard. On décrit régulièrement les leviers qu'il faut activer, mais est-ce que c'est rentable? Alors, la question que vous me posez, en fait, évidemment, les premiers investisseurs en 2008, c'est la question qui se posait. Forcément. Et en général, la réponse, dans leur esprit, était non. Et les gens nous disaient, c'est très intéressant ce que vous faites, allez donc voir notre fondation. Et nous, on voulait voir des asset managers. On considérait qu'on entrait dans le secteur du private equity et on voulait le faire avec une approche professionnelle. Et je dirais qu'on a mis 10 ans, un fonds c'est long, c'est une période de 10 ans, donc vous mettez en fait 10 ans à démontrer la performance, qu'elle soit sociale ou économique et financière. Et on a mis 10 ans à démontrer qu'on pouvait rendre de l'argent aux investisseurs et avoir une performance tout à fait aussi ambitieuse que n'importe quel autre fonds. Et ça, c'est ce qu'on a, je pense, voulu démontrer par nos investissements sur les 2 premiers fonds, donc sur les 10 dernières années. Et je pense qu'on l'a démontré avec le fonds 2 qui vient de se terminer fin 2021, où on a fait, on a la chance d'avoir fait plusieurs très beaux investissements dans des entreprises comme Open Classroom qui sont passées de 30 salariés quand on est rentré à 500 aujourd'hui, comme Deepkey dans l'économie d'énergie pour le bâtiment, qui a connu une croissance très très forte. On a eu 3 ou 4 entreprises avec une très très forte croissance. On n'est pas sûr qu'on aura ça toujours, mais on a fait de bons investissements et quand vous affichez plus 60% de croissance du portefeuille en 2021, ça rejoint ce que vous nous décrivez là, quoi. On a fait effectivement plus 60% en 2021 et sur l'ensemble du portefeuille, c'est un petit peu moins que ça, mais c'est pas très loin. Et on a fait un multiple de 7 sur les objectifs d'impact qu'on fixe en amont de l'investissement. Et donc, on fait des retours qui sont aujourd'hui, ce que nos investisseurs nous disent, qui sont dans les trajectoires plutôt hautes des fonds de cette taille. Je vais reprendre l'une des entreprises que vous accompagnez, c'est Deepkey, vous venez d'en parler. Qu'est-ce qui vous a séduit? C'est donc une solution pour rendre le secteur immobilier moins énergivore, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Pourquoi vous dites, après la thèse d'impact, il faut y aller? Quand on a... Deepkey avait déjà une trajectoire très importante. Les dirigeants avaient une vision qui nous plaisait beaucoup. Ils avaient une expérience par le passé dans des entreprises comme Carbone 4. Ils étaient très conscients de la raison pour laquelle ils existaient. On cherche toujours à comprendre à quoi tu sers, pourquoi tu es là. Et les dirigeants avaient une conscience assez claire de pourquoi ils étaient là, même si en fait leur business model a pas mal évolué pendant la période d'investissement. Et le bâtiment représente 40% de mémoire
des émissions carbone dans le monde. C'est énorme. En fait, c'est un des principaux secteurs d'impact carbone. Et en fait, c'est un logiciel pourtant. On pourrait se dire que... Mais l'immobilier aujourd'hui ne sait pas où il en est. En fait, la première étape pour le secteur de l'immobilier, c'est de construire de la data. C'est de savoir comment consomment leurs bâtiments. Ouais. Et donc vous avez des entreprises très grosses qui ont un énorme parc immobilier. Et qui ne savent pas. Et qui ne savent pas. Donc ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas par où commencer. Et donc DeepKey a amené une structuration de la data permettant aux entreprises de pouvoir commencer à mesurer. Et donc de savoir où il fallait mettre l'accent et où il fallait faire tout simplement des économies parce qu'il y avait... il y a une fuite énorme thermique que le bâtiment doit remettre. Enfin, toutes sortes de solutions qui émergent de ça. Je voudrais qu'on évoque le salon ProDurable. Vous participez à la séance plénière inaugurale intitulée « Des biens communs aux biens communs ». Nous sommes à l'heure des choix. Cette notion de bien commun, est-ce qu'elle est compatible avec l'économie de marché, avec la compétition entre les marques ? On peut se dire tout ça, c'est contradictoire. Alors, avant de parler de ProDurable, je voudrais revenir sur cette notion de bien commun, parce que quand je vous ai dit qu'on a passé 10 ans à démontrer qu'un fonds d'impact pouvait être aussi performant qu'un autre fonds, ce qui nous paraît essentiel pour développer le marché de l'impact. Et l'impact est en train de devenir beaucoup plus mainstream, je dirais. Ensuite, aujourd'hui, notre objectif n'est pas uniquement de développer des fonds de plus en plus gros de private equity à impact. En fait, on s'est vraiment posé la question de notre mission en 2020. On travaille sur les sujets de mission depuis pas mal d'années avec les chercheurs de MinParisTech et l'équipe qui est devenue la communauté des entreprises à mission. Ouais. Et vous êtes devenu entreprise à mission. J'ai cofondé la communauté. Alors vous avez cofondé la communauté et Citizen Capital est devenu entreprise entreprise à mission. Ouais. Et c'était une réflexion intéressante parce qu'on l'a menée à 15, on était 15 en 2020. Et on a vraiment pris la décision, on a 4 grands objectifs statutaires aujourd'hui, dont un est de continuer à être des innovateurs et à défricher. Parce qu'on a défriché il y a 15 ans, mais on pourrait continuer à lever des fonds de plus en plus gros. Et on veut continuer à défricher des nouvelles voies de financement pour répondre à des besoins qui sont mal servis par le marché. Donc on a monté un fonds dans l'agriculture récemment qui finance des projets portés par les agriculteurs. Donc on sort quand même des standards du private equity. C'est assez nouveau la relation entre le monde de la finance et les agriculteurs pour leur permettre de diversifier leurs activités par de la petite transformation industrielle, la production d'énergie renouvelable et des circuits courts, et de les accompagner parallèlement sur leur transition agroécologique. On réfléchit en ce moment à un fonds de contrat d'impact social pour financer des projets qui permettent à l'État d'améliorer l'efficience de la dépense publique, tout en permettant à des associations qui ont des solutions qui fonctionnent vraiment de les déployer à grande échelle. Donc on veut continuer à être sur des sujets, on va dire, complexes, où on ne fait pas une levée de fonds standard. Donc on est sur des levées de fonds un peu complexes comme ça. On veut continuer d'innover. J'espère qu'on va lever ces fonds. Et donc cette idée de bien commun, j'y reviens. Et cette idée de bien commun, elle est à la fois, la notion de bien commun est à la fois un concept assez valise déjà, et en même temps passionnant si on se plonge dans ce que ça peut apporter dans les années à venir. Il y a une femme qui est prix Nobel d'économie, première femme prix Nobel d'économie, qui, je conseille à tout le monde de lire, qui est Elinor Ostrom, une américaine, et qui s'est spécialisée sur la gouvernance des biens communs, et qui montre, et je pense que c'est un grand enjeu pour des gens comme nous à l'avenir, sur quel type d'entreprise on va financer, dans un monde qui va nécessiter de la sobriété, qui est quand même a priori un peu antagonique avec la notion de croissance, dans un monde où on va être plus sur l'usage que sur la propriété, dans un monde où on va être sur la notion de décentralisation et de gouvernance décentralisée, plus que, on va dire, de gouvernance par quelques-uns pour le plus grand nombre. Et donc ça va beaucoup questionner et bousculer les modèles économiques des années à venir. Et elle montre, et c'est sur ce dernier point qu'elle est passionnante, je trouve, elle montre que
si on ne veut pas rentrer dans ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire où on a des ressources très rares qui suscitent l'intérêt d'un grand nombre, il va falloir trouver des modes de gouvernance équitables. On a vu avec les Gilets jaunes, s'il n'y a pas un sentiment de justice dans la répartition des efforts dans les enjeux du dérèglement climatique, on va avoir du mal à y arriver. Ouais. Et la gouvernance des biens communs, je pense qu'on va devoir aller vers des organisations économiques, donc des entreprises, qui sont gouvernées assez différemment d'aujourd'hui. Ouais. Mais alors, c'est intéressant parce que vous aviez co-signé en mars dernier dans l'Obs une tribune qui rejoint ce thème. Vous écriviez « Il ne peut plus y avoir une économie qui conquiert et une économie qui répare ». Comment rapprocher les deux en fait, concrètement? C'est vrai que l'économie qui répare, en schématisant, en étant très caricatural, on pourrait dire l'économie sociale et solidaire. Comment rapprocher cette économie qui conquiert de l'économie qui répare? Mais c'est vrai que quand on s'est créé, on constatait que l'économie sociale et solidaire était restée un petit secteur. Et un de nos enjeux, c'était comment l'ensemble de l'économie peut s'approprier des enjeux, en fait, contribuer clairement à apporter des solutions et non l'inverse. Et le choix qu'on a fait d'être plutôt dans de financer des start-up et des PME qui ne sont pas forcément dites sociales et solidaires, c'est que l'économie devienne mainstream. C'est une façon de démontrer qu'on n'est pas forcément dans les statuts d'une économie sociale et solidaire et on peut quand même en avoir, entre guillemets, les valeurs ou avoir ces objectifs-là. Ce qui nous semble le marqueur commun à tous, qu'on soit solidaire ou... c'est que le profit et la rentabilité deviennent des moyens. C'est-à-dire qu'on réfléchisse au sujet des modèles économiques et de la rentabilité des modèles économiques, absolument essentiel, parce que sinon on ne déploie pas d'impact, en fonction de l'objectif qu'on a, et pas l'inverse. On a quand même vu beaucoup de projets et de sociétés de gestion en finance se développer avec des objectifs exclusivement financiers. Et il nous semble qu'aujourd'hui, déployer du capital demande de se poser la question de pourquoi on est là. Et donc, pourquoi on déploie du capital? Et pas juste monter un fonds d'impact et puis un deuxième. C'est au niveau de la société de gestion et des personnes morales, quelle est la finalité? Et il me semble quand même, et tout le monde n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui, mais une économie qui n'a pas de finalité de contribution aux enjeux majeurs auxquels on fait face me paraît pas pérenne. Elle ne va pas créer la confiance ni des employés ni des clients. Et pour moi, c'est une économie qui va péricliter. Ouais, et donc, si on met ça au niveau d'une entreprise, c'est une entreprise qui n'a pas d'avenir, qui finira par disparaître, par perdre ses parts de marché, perdre ses clients, perdre sa communauté, etc., etc. Et la valeur stratégique qu'on cherche à apporter, en tout cas, on cherche à aider les entreprises à créer de la valeur stratégique, l'impact, et d'ailleurs les entrepreneurs le savent de plus en plus aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils veulent avoir des fonds d'impact dans leur tour de table, apporter une vraie stratégie d'impact dans un cycle d'investissement, ça crée de la valeur stratégique, y compris qui a des retombées financières in fine. Mais il ne faut pas être trop pressé, c'est-à-dire qu'il faut avoir un temps un peu plus long. Alors, on l'a dit, vous êtes cofondatrice, vice-présidente de la communauté des entreprises à mission. Il y a des pièges de la raison d'être. Une raison d'être qui est jolie avec des mots un peu creux, mais qui n'est pas suivie d'action. Pour vous, c'est quoi le bon conseil ou les écueils à éviter quand un chef d'entreprise se dit « Allez, je me lance, la loi Pacte, je me lance, je vais commencer par définir par mes raisons d'être et peut-être plus tard devenir entreprise à mission ». Moi, j'ai toujours été perplexe sur le fait de s'arrêter à la raison d'être. Je pense que c'est contre-productif pour l'entreprise que définir une raison d'être par une phrase et s'arrêter là. Il vaut mieux continuer à travailler, ne pas communiquer, et continuer à travailler et à fixer des objectifs statutaires et surtout des objectifs opérationnels qui donnent à voir les moyens qu'on se donne pour accomplir cette raison d'être. Et pour ça, il faut être au stade de l'entreprise à mission. C'est la raison d'être est inscrite dans les statuts. Oui, mais on peut prendre son temps. On peut même commencer par définir une raison d'être et des objectifs sans aller jusqu'au dépôt des statuts, si on est plus à l'aise avec ça. Je pense que l'essentiel, c'est de prendre le temps d'impliquer les parties, et en particulier les employés. Et donc ça prend du temps. Sur pourquoi on existe, à quoi on sert, à quoi on veut contribuer dans les 5-10 ans à venir.
en fonction de ça, pourquoi on existe, c'est vraiment la raison d'être. Mhm. Quels moyens on se donne pour accomplir cette raison d'être dans les 10 ans à venir. Et comment ensuite, la question va se poser de comment on communique ça à l'extérieur. Et le risque de toute entreprise, c'est de se dire, je vais me donner des ambitions que je vais communiquer et je ne vais pas les atteindre. Donc le risque, c'est finalement de se fixer des ambitions très prudentes, qui pour moi dénaturent effectivement l'esprit de la société à mission, puisque c'est d'affirmer une ambition qui est liée à sa raison d'être et qui devient la boussole à la fois de la stratégie, de la politique RSE, etc. C'est-à-dire qu'on enjambe les calendriers classiques d'une stratégie à 3 ans, Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut renforcer la loi, peut-être le modèle de gouvernance de ces sociétés à mission? Aujourd'hui, il y a une gouvernance, il y a un double contrôle quand même. On dit beaucoup et c'est vrai qu'il y a une grande liberté des sociétés à mission, et c'est ce qui fait la force aussi de la société à mission par rapport à un label où il va y avoir vraiment un tiers qui va venir vous dire, et c'est très complémentaire. Il y a quand même deux formes de contrôle qui sont le comité de mission qui est interne à l'entreprise, et puis le tiers indépendant, l'organisme tiers indépendant qui est extérieur. Nous, au sein de la communauté d'entreprise d'émission, on a passé beaucoup de temps à former former les OTI, les organismes tiers indépendants, parce que il y a un vrai enjeu de crédibilité de la société à mission par le contrôle des organismes tiers indépendants. Aujourd'hui, au sein de la loi, je pense qu'on souhaite élargir par exemple, le secteur de l'économie sociale et solidaire, le secteur des associations, on pense qu'elles aussi devraient pouvoir. Mais globalement, je pense qu'il y a beaucoup de soft law, en fait, de travail de l'écosystème à faire pour être à la hauteur de l'entreprise à mission. Merci beaucoup. Merci, Laurence Magnéry. Bon salon, pro-durable, et on souhaite le meilleur à Citizen Capital. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.